Donc, nous allons parler d'Aloé. Aloé, apprentissage de la langue orale et écrite. Vous voyez que nous sommes 3 auteurs. Je suis Brigitte Roy. J'ai donné les assises cognitives et linguistiques de ma méthode de rééducation à Marie-Odile Martin, qui a donné la tonalité enseignante. Et puis, Marie Stabler a illustré les textes et le lexique. Vous êtes, ça passe pas, vous êtes présent là, il y a des orthophonistes, des enseignants spécialisés, des enseignants classiques, des enseignants UP2A, des chercheurs, quelquefois doctorants, un psychologue, je crois, des formateurs et des parents. Vous voyez que vous êtes nombreux à avoir répondu présent parce que vous êtes tous concernés par l'enseignement du français comme langue étrangère. Donc, vous êtes tous confrontés à de multiples réalités et à des situations très diverses qui sont liées soit à l'apprenant, soit à la langue première de cet apprenant, et aussi, on va le voir, à l'objet d'apprentissage qui est la langue 2, le français. Ça passe pas, tu vois. Alors, l'apprenant, on va s'occuper de l'apprenant. Évidemment, son âge va déterminer son plurilinguisme. Ce sera très différent s'il s'agit d'un bilinguisme précoce, simultané ou consécutif. Dans ces cas-là, il aura à user de stratégies intuitives et il va apprendre d'une façon fonctionnelle. Alors qu'après 6 ans, ce bilinguisme tardif fait que ce ne sont plus les mêmes stratégies, ce sont des stratégies conscientes et l'apprentissage est scolaire. Pour les adultes, ce sera aussi des stratégies conscientes, mais bien évidemment que l'on aura affaire à eux avec des pédagogies plus adaptées à ce statut d'adulte. Ce petit apprenant aussi, il est soumis à des situations très diverses, des situations psycho-affectives, socio-culturelles, politiques très variées, dont vous aurez vraisemblablement des échos et dont il faudra bien sûr tenir compte. À chaque fois, ça passe pas. Oui. Alors, l'apprenant, maintenant, si on considère sa langue première, elle est très importante, cette langue première, puisqu'elle va servir de point d'ancrage, de socle, de fondation à l'apprentissage du français, et il y aura ces transferts interlangues. Alors, qu'en est-il de cette langue première? Quelles sont ses spécificités linguistiques au niveau du langage oral, au niveau du langage écrit? Évidemment, la langue des signes sera un cas particulier, mais très intéressant. Et puis, ce petit apprenant, de quelles compétences langagières dispose-t-il dans sa langue première? Est-ce qu'il dispose d'un langage élaboré ou il est en cours d'acquisition d'un langage élaboré dans sa langue première, ou est-ce qu'il est soumis à un langage restreint qui va engager un développement déficitaire du langage et qui va avoir forcément des conséquences cognitives et psychosociales puisqu'il n'aura pas la même capacité à manipuler sa pensée, à se représenter le monde. Il aura un langage intérieur moindre, l'imaginaire moindre, il aura un problème d'autonomie psychique. Donc, nous n'avons pas affaire au même enfant suivant son niveau de langue première. Alors, maintenant, l'objet d'apprentissage, cette langue française, la langue 2, dans notre cas, elle est particulièrement complexe quand il s'agit d'apprendre le français. Parce qu'on dit même que cette langue est opaque dans son passage à l'écrit. On va un petit peu, on va l'observer un petit peu de plus près, puisque c'est sur ces principes-là
que tout aloé est fondé. Donc, ça vous permettra de mieux comprendre comment est aloé et pourquoi est aloé. Alors, d'abord, il y a ces deux principes qui sous-tendent la langue. Donc, il y a un principe des sons et un principe du sens, et ces deux principes entretiennent entre eux des liens de causalité réciproque. Pensons déjà au problème du principe des sons. Il est nécessaire d'être en capacité de segmenter la scène parlée en unité syllabique, déjà, en unité syllabique, et puis ensuite, cette syllabe, on va la segmenter en unité phonémique. Donc, si je prends comme exemple le mot plongeon, ce n'est pas par hasard que je vous le propose à l'écrit, parce que ça va nous permettre de passer de l'oral à l'écrit. Si je dis le mot plongeon, je vais donc le découper d'abord en plomb, et ensuite en plomb et en jon, et ensuite, ce plomb, je vais le découper en pl et en on, et non pas en peu, le, on, en plomb. C'est une co-articulation qui n'existe pas dans certaines langues. Donc, c'est important qu'on en tienne compte quand on apprend le français à des allophones. Si je maîtrise déjà cette capacité à segmenter, je suis équipée pour produire et recevoir les 34 sons de la langue française, 34 sons pour dire et comprendre des milliers de mots différents. Si maintenant je m'occupe du principe du sens, cette fois-ci, il s'agit de découper en unités de sens, en idées. Et ce mot plongeon, il va falloir le découper autrement. C'est ça notre souci en français, c'est que nous avons des découpages différents pour les sons et le sens. Cette fois-ci, je vais découper le mot plongeon en plonge et en on. Et puis ce on, eh bien, ça va dépendre du petit mot qui est devant plongeon. Si je dis les plongeons, il faudra que je découpe en plonge, en on, parce que c'est un plongeon, ce n'est pas un plongeoir, c'est l'acte de plonger. Et puis, il faudra que je découpe pour mettre le S qu'on n'entend pas à l'oral, mais qui est nécessaire à l'écrit parce qu'il y a plusieurs plongeons. Mais si je mets le nous devant plongeon, ce n'est plus les mêmes idées du tout. Le nous va engendrer de nouveaux découpages. Cette fois-ci, je découpe en plonge, l'idée de plonger, et en OMS, qui voudra dire que je suis avec d'autres en train de plonger. Parce que ce n'est pas nous plongerons. Voilà. Et donc, ça s'appelle la conscience morphologique qu'il va falloir introduire chez nos petits apprenants allophones. C'est donc très complexe. On va le confirmer par les diapos suivantes. Si je dois coder le son à l'écrit, je dispose d'une lettre qui s'appelle P. Ça, c'est déjà un petit peu complexe parce qu'il y a un son et il y a un nom P. Bon, mais c'est relativement facile à la condition d'avoir ce son, parce qu'il n'est pas dans toutes les langues. Et puis, si je dois écrire le son « et », qui peut se dire « est » ou « et », j'ai alors là un choix multiple à ma disposition. Et là, ça va dépendre de l'idée que je véhicule. Ce sera très différent si j'écris A-I-E-N-T ou si j'écris E-R. On ne sera pas dans la même situation, on sera dans la même action peut-être, mais pas dans la même situation. Donc, pour nous résumer, quand on passe de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'oral, l'un renforçant l'autre quand on apprend une langue,
eh bien, je vais devoir passer de 34 ou 35 phonèmes suivant, voilà, suivant certaines études, à une multitude de graphies, tout ça avec 26 lettres. C'est donc un système opaque qu'il va falloir simplifier pour nos petits apprenants. Donc, Aloé, dans ce contexte FLE, c'est la dernière étape, Aloé FLE, c'est la dernière étape d'un parcours qui s'est fait sur le terrain, en s'appuyant sur les sciences de la cognition et les sciences du langage, et dans le respect des spécificités professionnelles. Au départ, vous voyez, au centre de cet escargot, il y a la méthode distinctive, ma méthode de rééducation orthophonique, qui a laissé, à la demande souvent des patients, qui a laissé partir vers l'enseignement des principes du matériel, vous allez le voir. Il a été emprunté, ce matériel, d'abord dans une classe maternelle, moyenne section, grande section, dans une classe incluse où il y avait 7 petits de 4 ans qui sont arrivés à 4 ans, sourds profonds ou dysphasiques sévères. En utilisant ce matériel, Marie-Odile Martin les a amenés à des capacités articulatoires qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avec des petits-enfants sourds, et aussi avec une entrée déjà très véritable dans l'écrit. Et on s'est dit, on ne va pas abandonner ces petits-là maintenant qu'ils sont déjà tellement bien engagés dans l'écrit et dans la langue, on va dire plus généralement. Et on les a suivis en CP et CE1, et ça a été la création d'Aloé 2+. En 2020, un projet AMI a permis d'observer Aloé, cette fois-ci simplifié, pour l'enseignement ordinaire. Et au moins, c'était le moment du confinement, tout a été bien perturbé, mais quand même, nous avons pu en tirer des enseignements positifs pour Aloé. Et puis voilà, il a poursuivi son chemin. Et suite à 2 expériences particulièrement intéressantes avec des personnes allophones, un groupe de migrants qui nous était confié par Pôle emploi, et aussi l'adoption d'Aloé au Maroc pour apprendre le français réintroduit en maternelle au Maroc. Donc, nous avons finalement eu la confirmation qu'Aloé pouvait être très intéressant pour cette mission d'apprendre le français à des personnes allophones. Et maintenant, voilà où nous en sommes, et Martin Lambert, que vous avez aperçu et qui vous parlera à la fin de cette session, a consacré, est en train de présenter une thèse sur l'application d'Aloé dans des classes. Il vous parlera de ça. Vous voyez que donc, c'est un matériel. Aloé est issu d'un partenariat orthophoniste, enseignant spécialisé, enseignant et élève, parce que ça s'est fait avec les élèves, pour les élèves. Alors, nous avons un objectif commun. Nous allons apprendre la langue française orale et écrite à des allophones. Nous avons des objectifs spécifiques. Suivant que nous sommes enseignants, il s'agit de pédagogie, nous avons à enseigner et nous avons des élèves et des apprenants face à nous. Nous sommes orthophonistes, là, nous avons à soigner. Nous avons à faire une réadaptation fonctionnelle de la langue et nous avons en face de nous des patients. Mais l'expérience nous a amené à partager des référentiels communs à ces deux professions, et je vous présenterai les principes et les cartes qui sous-tendent tout ça. Et nous avons des outils spécifiques
puisque nous avons des professions spécifiques. Il y a Aloé, et en cours de finalisation, mais dans un mois sans doute, vous pourrez en disposer, il y a Aloé, un logiciel Aloé, et puis en orthophonie, il y a une méthode de rééducation orthophonique qui s'appelle la méthode distinctive, avec là aussi le pendant logiciel. Donc, Aloé, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de concrétiser, de conscientiser aussi, de rendre conscient les outils de la langue française, et il va éviter les erreurs d'une simple copie, d'une simple traduction de la langue première. Les principes du dispositif Aloé MD appliqués au FLE, vous allez voir, ce sont les principes. Premièrement, un statut privilégié donné aux voyelles. Pourquoi? Une représentation multimodale des outils de la langue et surtout leur logique, la logique d'organisation de ces outils. Une interface orale écrite et une schématisation de la morphosyntaxe élémentaire. Vous voyez, on va petit à petit observer ces différents principes. Le statut privilégié des voyelles, en effet, elles ont un statut privilégié, on leur a donné des couleurs. Pourquoi? On va commencer par les voyelles. Et pourquoi allons-nous le faire? C'est parce que les voyelles ont une importance considérable dans l'élaboration du langage et dans l'utilisation de la langue. Les voyelles, c'est la voix. C'est sur la voix que je pose mes voyelles. Or, ma voix, c'est mon instrument de relation. C'est un des points d'ancrage. C'est l'aspect esthétique, c'est l'aspect affectif de la communication. Quand cette voix est intonnée, on parle alors de prosodie, de chanson de la langue, chanson du langage, eh bien, c'est sur les voyelles que se décide cette intonation. C'est parce que je vais appuyer sur la voyelle de la dernière syllabe d'un groupe rythmique que je vais intonner ma voix pour diviser en phrases, pour diviser ces phrases. Alors, ça s'appellera l'accent de finalité, une phrase finie, ou l'accent de continuité parce que j'aurais découpé cette phrase en petits morceaux signifiants, ou d'accent d'insistance quand un mot me paraît plus important à transmettre à mon interlocuteur. Très important, la chanson du langage. C'est par là que tout commence. Le petit bébé, c'est sa première acquisition, la voix, à 6 mois. Si vous mettez des bébés de 6 mois derrière un paravent, un bébé anglais, un bébé français, un bébé chinois, en train de jaser, puisqu'il est en train d'exercer sa voix, eh bien, vous allez dire, ça, c'est le petit chinois. Vous allez reconnaître la chanson très différente de celle de la chanson française, du petit bébé français. Donc, ce serait quand même très logique que l'on commence à faire découvrir à nos petits apprenants la chanson de la langue française. C'est les voyelles qui vont nous permettre de faire ça. Encore une chose très importante, c'est que on a vu qu'il fallait découper en syllabes. Eh bien, la voyelle, c'est le noyau syllabique. J'ai autant de voyelles que de syllabes. Si je dis pas, j'ai 2 syllabes. Si je dis papi, j'ai 2 syllabes, j'ai 2 voyelles. Ah, là, elles sont différentes, il a fallu que je change de programme pour les dire. Et puis, si je dis abracadabra, j'ai 5 voyelles et j'ai 5 syllabes. Donc, vous voyez que cette voyelle va être le support de ce découpage syllabique. Et puis encore, les voyelles, ce sont elles qui sont porteuses de sens. C'est sur elles que l'on marque l'orthographe d'usage ou l'orthographe grammaticale.
Vous voyez que quand je dis écoutez, 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 vous entendez toujours le même écouter, mais ce sont les marques orthographiques de ces voyelles qui vont changer le sens de ce qui est dit. Et quand je dis bateau, gâteau, château, c'est toujours un mot au masculin qui se termine par ce O-E-A-U. Donc voilà, c'est sur les voyelles que nous allons découvrir tout ça. Donc, pour nous résumer, l'apport des voyelles, c'est qu'elles nous permettent de découper la chaîne parlée. Au lieu d'être débordé par tous ces sons, on va découper et on va traiter les sons de la langue française et on va traiter le sens, puisqu'on va découper en plus petites unités pour comprendre et ensuite produire. Et puis, ces voyelles, on va le voir, elles vont nous permettre de compenser le crible phonologique, qu'on appelle aussi la surdité phonologique, alors que ce n'est pas une véritable surdité. On va en parler. Et puis, elle nous permet, on vient de le voir, d'accéder aux 3 orthographes: phonétique, usage, grammatical. Le crible phonologique. Alors, vous allez m'entendre tout au long de cette session parler de la langue arabe. Enfin, on pourrait dire des langues arabes. Il y en a plusieurs, mais enfin, elles ont en commun ceci. Parce que justement, du fait de ces expériences que nous avons eues avec des Libyens, des Syriens et au Maroc. Donc, je l'ai approché de plus près que d'autres langues. Vous voyez que quand on compare ces 2 langues, il n'y a en commun que les sons qui sont au centre, là, en vert clair. Ça veut dire que tous les autres sons, nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas, vous allez le voir, parce que il est question de surdité phonologique. Alors, la diapo sur la surdité phonologique, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon, mais ça fait rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le crible phonologique? Les bébés sont polyglottes en puissance. Durant leur première année, ils perçoivent les sons universels. Comment sait-on ça? Eh bien, parce qu'il y a eu des expériences qu'on appelle de succion non nutritive. On met une sucette dans la bouche d'un bébé qu'on relie à un ordinateur. Et ce bébé, on sait que s'il est surpris, il tète. On va lui faire écouter des séquences. Ba, 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 ba. Au début, les premiers bas, il est surpris, il tète. Au bout d'un moment, il est habitué, il ne tète plus. Et si à ce moment-là, on lui met des ga, 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 il va têter. Et si on lui met des clics africains ou des coups de glotte arabes, il tète. Donc, il perçoit tous les sons. Il perçoit tous les sons. Mais par efficacité, par économie de moyens, dans le courant de sa 2e année, il va se spécialiser dans les sons de la langue à laquelle il est exposé, ou s'il a la chance d'être bilingue précoce, il va se spécialiser dans les sons des langues auxquelles il est exposé. Mais donc, les autres sons, il ne les percevra plus. Alors, si je regarde là, peut-être que parmi vous, certains vont reconnaître le trapèze vocalique, phonétique. Eh bien, vous allez voir, en arabe, il n'y a que 3 sons vocaliques, le I, le OU et le A, qui sont les 3 voyelles extrêmes. Et les sons qui sont intermédiaires, il ne les a pas. Il ne les a pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des erreurs, forcément. S'il se réfère à ce qu'il est capable de percevoir, au lieu de dire un U, il dira un OU. Vous voyez ces petites flèches-là, les sons qui ne sont pas perçus, ils vont être remplacés soit par un I, soit par un OU, soit par un A. Et c'est comme ça qu'on entendra dire, au lieu de dire l'été, il dira l'iti. Au lieu de dire beaucoup, il dira beaucoup. Au lieu de dire la rue, il dira la roue,
etc., etc. Et en particulier, ils n'ont pas de nasal, donc il dira, au lieu de dire le pain, il dira le pan, parce qu'il perçoit ça de façon très, très insuffisante. Donc, vous voyez que ces voyelles vont permettre d'avoir la visibilité, de voir les sons concrets là qui existent et d'identifier ces unités sonores. Et il va aussi, grâce à Aloé, vous allez le voir, et la multimodalité d'Aloé, il va pouvoir mieux percevoir, il va même bien percevoir, on va le voir. Alors, pourquoi et comment peut-il entrer dans cette phonétique complète du français? C'est parce que Aloé, la méthode distinctive, propose une représentation multimodale de la phonétique française. Multimodale, on va le voir, parce qu'elle propose des cartes. Donc ça, c'est tangible, c'est concret, des cartes. Hein? Et elle propose des cartes et on va déjà considérer le recto de la carte. Le recto de la carte, vous voyez qu'il y a des couleurs et vous voyez qu'il y a des formes. Il y a une même couleur pour 3 formes parce qu'il y a 3 sons qui ont quelque chose de commun. Si je dis A, si je dis en, si je dis yan, il y a quelque chose de commun dans la façon dont je le dis, mais il y a des différences. A est oral, tout l'air passe par la bouche, alors que en, il y a de l'air qui passe par le nez, ça sera la carte ronde. Et puis, quand je dis yan, il y a quelque chose de plus avant le en, yan. Il y a quelque chose de plus. Les consonnes, alors les cartes bleues, ben, c'est le même principe. O, oral. On, c'est un O qui passe dans le nez. Ion, c'est un on qui change un petit peu parce qu'il y a cette semi-voyelle qui le transforme. Les consonnes, elles sont proposées en blanc, des petites cartes blanches, et parce que vous voyez, le statut privilégié est donné avec la couleur de la voyelle. Vous voyez que là, il n'est plus question de couleur, il est question d'un petit dessin. Par exemple, vous voyez que quand je dis, c'est une articulation comme ça, horizontale, c'est les lèvres qui sont fermées là. Donc, mon petit dessin horizontal, mon petit trait horizontal, il voudra dire ferme tes lèvres, c'est là que ça se passe. Et puis, sois bien tendu pour faire. D'accord? Alors que quand je dis je lève ma langue en l'air, il y aura un petit dessin, une petite flèche en l'air qui fera penser à lever sa langue en l'air. Et puis, quand nous avons dit qu'en français, il y avait beaucoup de co-articulation, eh bien, il y aura des cartes qui montreront qu'il faut co-articuler. Il faut déjà être en position du le quand on dit ple. Voilà. Bon, on ne va pas aller plus. Alors, il y a donc, on a dit multimodalité. Ça veut dire, si vous regardez cette diapo sur la droite, vous voyez qu'en effet, il y a la modalité auditive, puisque je dis des sons et que je les combine dans la parole. Mais il y a aussi une modalité visuelle, puisque je donne des couleurs, je donne des formes, je donne des petits dessins pour les consonnes. Alors, ne croyez pas que c'est difficile, ne croyez pas que c'est difficile. L'association couleur-son, c'est une tâche de bas niveau qui est accessible dès 3 ans, qui est accessible aux enfants déficients intellectuels, qui est accessible à certains aphasiques. Donc, tout ça, c'est très facile, vous le verrez. Le guide pédagogique explique tout ça très facilement. Et mais on a ajouté,
pour que ce soit véritablement multimodal, une modalité motrice. C'est-à-dire qu'on a mis cette parole en mouvement et on parlera de gestes phonético, pour l'instant, c'est ça qui nous intéresse puisque nous sommes dans le langage oral. Phonético, ça veut dire un geste qui représente des mouvements articulatoires. Hein. Quand je dis « ah », j'ai une bouche grande ouverte, j'ai une bouche grande ouverte, qui l'oppose au « i » qui est très serré, ou au « ou » qui est très rond comme ça. Hein. « Ah », j'ai une bouche grande ouverte. Quand je dis « en », c'est un « a » qui passe dans mon nez. Et quand je dis « yan », je pars du « i » pour aller vers le « en ». Donc, le geste va donner l'attention, la détente, faire penser au nez ou pas, etc. Bon. Nous allons maintenant, voilà, nous allons donner un exemple de l'intérêt de cette multimodalité pour des petits-enfants, pour des adultes aussi non francophones. Là, nous avons la série des sons du i au ou. Donc, le i et le ou est dans le capital phonétique des adultes ou des enfants arabophones. Mais ils n'ont pas le u. Et le u est entre les deux. Quand je passe du i ou, le u est entre les deux. Le fait qu'il y ait une carte couleur différente va donc impliquer qu'il existe un autre son que le i et le ou. Et là, mon geste va aider à produire le bon u. Quand je fais i, je dois tirer sur les commissures de mes lèvres pour faire i, et ma langue et mon palais se touchent à un endroit là. I. C'est bien serré, i. Quand je fais ou, j'ai une labialisation extrême, ou j'ai une toute petite bouche toute ronde là, ou vraiment, je fais une toute petite bouche bien ronde. Mais quand je fais U entre les deux, eh bien, je vais faire sentir à l'enfant avec mon geste que s'il met deux doigts là, dans le petit creux au-dessus de mon menton et en dessous de mes lèvres, si je mets mes deux doigts là, je vais sentir que j'avance mes lèvres. U, U, U. Mes doigts vont s'avancer en même temps que mes lèvres et ce sera juste la bonne labialisation qui va entraîner les bons résonateurs dans ma bouche et je produirai un U au lieu de produire un I ou un OU. Et donc, mon oreille va entendre quelque chose qui se dit avec ma bouche et on va entrer dans ce qu'on appelle la boucle audio-phonatoire. Et petit à petit, l'enfant va tâtonner ou l'adulte va tâtonner et on va concrétiser ce son avec une carte d'une couleur différente. Donc, on est bien d'accord, les voyelles, parce que ce sont la plupart des sons qui n'existent pas dans les autres langues, il y a beaucoup plus de consonnes communes, nous comprenons comme l'importance de bien articuler pour bien percevoir et bien percevoir pour bien articuler. L'intérêt aussi de ces cartes vocaliques, c'est qu'elles vont nous permettre de poser et de découper la parole en syllabes, en mots, en phrases. Là, voilà quelques photos d'enfants en maternelle. Ce sont des enfants de nos classes expérimentales. Vous voyez comme ils s'approprient le trapèze vocalique, ils associent les couleurs et les sons très facilement. Ensuite, ils découpent en syllabes les mots. Ensuite, ils peuvent mettre aussi les petites cartes consonantiques et donc poser complètement la parole. On pourra lire la parole. Donc, l'intérêt, vous voyez par exemple cette phrase, maman et papa partent au cinéma. Vous pouvez déjà reconnaître maman puisque vous avez vu les cartes rouges. Vous pouvez reconnaître maman, vous pouvez reconnaître papa.
Vous pouvez reconnaître part, parce qu'il n'y a qu'une seule syllabe, part, etc. Et cinéma, à la fin de cinéma, il y a un A. Vous pouvez déjà reconnaître tout ça. Vous voyez que c'est découpé en syllabes, puisqu'il y a une carte par syllabe, mais vous voyez que c'est découpé en mots. Et vous voyez que la phrase est ponctuée pour dire « c'est fini ». Et puis, quand les apprenants auront suffisamment manipulé les cartes, pour que ça aille beaucoup plus vite, on aura simplement une symbolisation par des petits traits de couleur avec les crayons et on n'aura plus à manipuler et chercher les cartes. Et tout ça, finalement, pour passer au coloriage des mots écrits où on reconnaîtra les mêmes couleurs et on pourra beaucoup plus facilement lire, on va le voir. Alors, voilà une diapo qui vous montre en classe la maîtresse avec les élèves. Ils sont en grande section maternelle. La maîtresse a posé les sons et les mots de la phrase « Lily a une jupe », a mis une jupe. Lily a mis une jupe. Et vous voyez qu'accompagné de la maîtresse, puisqu'ils ont écrit en dessous cette phrase, et quand on aura effacé cette phrase, on leur demandera de retrouver ce dont il a été question. Et vous voyez que déjà, en maternelle, ils sont capables, ils ont mis en mémoire avec ces procédés la plupart des mots, la bonne séquence. Il y a un seul de ces 4 enfants qui aura besoin d'un petit peu plus d'aide, manifestement. On va voir quand ils ont besoin d'aide ou pas. Donc, vous voyez que là, on vient de passer de l'oral à l'écrit. Voilà où est aussi l'originalité et l'intérêt d'Aloé, c'est que ces cartes, elles ont un recto et un verso. On peut les retourner. Il s'agira de la même langue, mais on passera de l'une à l'autre et l'enfant va comme ça découvrir qu'il y a, pour un seul son, quelquefois, beaucoup de graphie, mais ça va immédiatement, la couleur va servir de tremplin entre l'oral et l'écrit. La couleur, comme elle représente le son, donnera immédiatement à la graphie cette sonorité. Elle arrivera aussitôt dans la bouche de l'enfant puisqu'il a associé le bleu au haut. Donc voilà le principe. Tout est dit derrière ces petites cartes. Et les gestes, ça me permet de vous dire que les gestes, eux aussi, font l'interface orale-écrit, parce que contrairement à d'autres méthodes, par exemple comme la méthode Borel-Maisonnit, qui tantôt donne la symbolisation d'une articulation ou tantôt la symbolisation d'une graphie, d'une lettre plus exactement, les gestes d'Aloé, méthode distinctive, donnent tout. Il donne la façon de dire, par exemple le O qui est labialisé et que j'écris comme ça, il est comme ça. Quand je le mets là, ça veut dire que je dois ajouter la lettre N, si c'est la carte ronde, puisque N, c'est la première lettre du mot nez, donc ça voudra dire que c'est passé par mon nez. Et puis, quand je dis ion, il y aura une lettre supplémentaire parce que ça n'est pas tout à fait le même son. Donc, vous voyez que les modalités orales et écrites se renforcent l'une et l'autre avec ce principe de la multimodalité. Voilà par exemple Mandy, qui est une petite fille sourde profonde de notre premier cursus et qui a tout de suite pigé comment on écrit un son et son oral et sa nasale. Immédiatement, les enfants comprennent cette logique. On est en avril là, à l'époque. Alors, on écrit avec quoi? On écrit avec des outils lettres. Et là encore, des grandes différences entre notre alphabet français et d'autres alphabets, en particulier là, puisqu'on parle de l'arabe, l'alphabet arabe, sachant qu'en plus, on écrit les consonnes
Donc, c'est tout à fait différent. Et en plus, on écrit dans un sens différent. C'est tout ça que l'allophone doit réajuster dans la langue française. Alors, voilà, dans Aloé, la méthode distinctive, les outils, ce sont des étiquettes, les lettres. Ce sont des étiquettes parce que normalement, les étiquettes, elles servent à écrire le nom. Eh bien, sur ces étiquettes, on dira le nom des lettres et non pas son son, puisque le son, on a vu que c'était des petites cartes où l'articulation était dessinée. Donc, ces lettres, elles vont servir à nommer les cartes, nommer les lettres, à les ordonner dans le sens gauche-droite et dans le sens de l'alphabet, A, B, C, D, etc. Elles vont, alors, ces lettres, la lettre L, par exemple, elle a différents allographes. Ce sera différent quand on lit de quand on écrit. Et puis, il y a des majuscules. En arabe, il n'y a pas de majuscules. Il y aura la ponctuation. Dans Aloé, il y a des cartes de ponctuation, puisqu'on a dit qu'à l'écrit, c'est elles qui font la chanson de la langue. Eh bien, il n'y a pas de ponctuation en arabe. Et la direction est différente. J'organise ces lettres, on l'a dit, de gauche à droite en français. Donc, ces 26 outils lettres, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, regardez, on va juste regarder la lettre E, la lettre qui s'appelle E. Il ne faut surtout pas que les petits apprenants et les grands pensent que la lettre, parce qu'elle s'appelle E, elle fait le son E. Elle fait quelquefois le son E à elle toute seule. Quand je dis je veux un peu de chocolat, eh bien ça suffit la lettre E. Mais si je dis je veux 2 chocolats, eh bien il faudra un U et un X. Bon, avec cette lettre E, je vais pouvoir écrire des 1, des en-E-N. Je vais pouvoir écrire des A-I-E-N-T, des E, des E-R, etc. Je vais pouvoir écrire des greux qui font du bruit parce que la lettre E, elle servira à faire chanter la consonne et la coarticulation. C'est donc phonologique tout ça. Hein? Mais elle sert aussi à faire de la grammaire. Elle sert de faire de la grammaire. C'est le morphème du féminin. Elle sert à faire le pluriel des verbes ENT. Donc, une lettre, un outil lettre en français a de multiples raison d'être, on va dire. Donc, dans Aloé, je vais passer rapidement, mais dans Aloé, on a proposé une progression très graduelle. Les voyelles sont données en premier et après, séquence par séquence, on introduit les lettres consonnes. Voilà, d'une séquence à l'autre. Hein. Dans la première séquence, il y a que la consonne L avec toutes les voyelles. Dans la deuxième séquence, il y a le L et le P. Et du coup, on pourra faire pleu. Et puis, quand on en est à la cinquième séquence, eh bien, on a déjà des L, des P, des N, des D, des T, mais on n'a aucun mot où il y aurait d'autres lettres que celle-là. C'est très progressif. Alors, voilà quelques exemples qui vous permettent de comprendre l'intérêt de cette façon de faire. Parce que ce coloriage va permettre de passer de l'opacité de la langue écrite à la transparence. Ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait en Belgique. C'était en Belgique. On m'a dit, mais vous avez redonné de la transparence à la langue française. Alors, en effet, si vous lisez cette phrase, les chevaux vont au trot, au galop, oh, ils sautent haut, vous voyez les multiples façons d'écrire le son O. Il sera toujours écrit en bleu, puisque la couleur bleue, c'est la couleur du son O. Donc, l'enfant va immédiatement poser ce son O et aller évidemment beaucoup plus vite pour mémoriser le lexique orthographique, pour comprendre. Et puis, on les invitera
on leur donnera les mots en gris. Là, évidemment, on ne donne pas toute une phrase comme ça du premier coup. C'est pour vous sensibiliser, hein, mais les choses se font progressivement. Mais par exemple, si je donne les chevaux en gris, est-ce que mon petit apprenant ou mon grand, parce qu'on a eu les mêmes problèmes avec les adultes, est-ce qu'il pensera à prendre son crayon bleu pour colorier le AUX? Et en même temps qu'il repasse sur mon A, mon U et mon X, il apprend à écrire les lettres françaises. Il y a une mémoire motrice qui s'ajoute à la mémoire visuelle et à la mémoire auditive. Hein? Alors, nous en arrivons au chapitre de la morphosyntaxe et rappelez-vous, parmi les principes, il y avait schématisation de la morphosyntaxe. Quels sont les risques d'erreur pour les arabophones quand ils passent de L1 à L2? Eh bien, c'est déjà au niveau des verbes, puisque nous sommes dans la morphosyntaxe. Hein, les verbes. Le verbe faire en arabe, on dit que c'est un verbe fourre-tout. On dit je fais le téléphone, ça veut dire je téléphone. Je fais la voiture, ça veut dire conduire. Il n'y a pas le verbe être comme pour nous, alors que nous, c'est un verbe prioritaire, le verbe être. Ils disent je jeûne ou Salma malade. Il n'y a pas le verbe avoir qui pour nous est prioritaire. On dit maison, moi. En grammaire, si on va un peu plus loin dans la grammaire, ils disent j'ai vu homme. Il n'y a pas d'article de déterminant indéfini. Si on regarde le champ sémantique des mots dessiner au passé, au présent, celui qui dessine, le peintre, la peinture, ce qui sert à peindre, tous ces mots, parce qu'ils ont le même champ sémantique, vont avoir la même structure consonantique, la même racine. 3 consonnes. Et ce sont les voyelles qui seront intercalées entre ces consonnes qui vont donner le passé, le présent, le peintre, la peinture, etc. Donc, ça n'est pas du tout la même structure que notre grammaire française. Donc, comment allons-nous faire pour leur révéler les particularités morphosyntaxiques de la langue française? Nous allons donner une importance, un statut très important aux mots outils. Vous avez vu quand nous parlions de plongeon, l'intérêt quand c'était les plongeons ou nous plongeons. Donc, nous allons donner beaucoup d'importance à ces petits mots outils qui ne sont pas présents de la même façon, par exemple en arabe. Alors, quand il s'agira du groupe nominal, qu'est-ce qu'il faut que ces enfants arrivent à faire? Il faut qu'ils classent les noms en masculin, en féminin, et aussi qu'ils prennent en compte le nombre, singulier ou pluriel. Ils ont donc continuellement à faire des choix, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Et ensuite, il faut qu'ils combinent, parce qu'un nom, il est au singulier et au masculin ou au féminin, etc. Donc, j'ai proposé une symbolisation qui donne tout de suite accès à ces classements, à comprendre les particularités des accords en genre et en nombre. Et il ne faut pas s'étonner que des adultes arabes, même quand ils sont là depuis 10 ans en France, disent toujours un table, ou d'autant plus qu'en plus, eux, par exemple, ils disent la soleil et ils disent le lune. Donc, vous voyez, en plus, on n'a pas les mêmes. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est très complexe de changer comme ça de modèle linguistique. Alors, quand il s'agira de gérer le groupe verbal, c'est-à-dire d'entrer en possession des verbes et puis aussi d'avoir un lexique adverbial pour donner plus d'informations. Hein.
Dans la méthode distinctive Aloé, je me suis appuyée sur le noyau de la phrase. Comme j'avais pris le noyau de la syllabe, la voyelle, j'ai pris le noyau de la phrase pour tout de suite déclencher des capacités de production et de compréhension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le noyau de la phrase? Ça veut dire le verbe conjuguer. Et qu'est-ce que c'est que conjuguer un verbe? C'est très complexe, c'est très complexe. Il faut gérer 3 données. Il faut gérer déjà l'idée. L'idée. Vous avez vu que j'ai mis l'idée dans un V, c'est la première lettre du mot verbe. J'ai mis l'idée dans un... Alors, l'idée, c'est quoi? Ça peut être ou bien être, ou bien avoir, ou bien la multitude des verbes d'action sous-entendus par faire. Il faut que je déclenche cette idée et que j'en ai une idée à l'infinitif, puisque l'infinitif va jouer sur la conjugaison. Il faut, deuxièmement, que je gère la référenciation. Alors, c'est très complexe aussi, ça. C'est très complexe parce que il faut que je sache qui parle de qui fait. Il y a 2 qui, en fait. Si je parle de ce que je fais, je dis je. Mais si je parle à quelqu'un qui fait, je lui dis tu. Si je parle à quelqu'un de quelqu'un d'autre qui fait, je dirais il ou elle. Donc, c'est très complexe. Et bien, tout ça va être schématisé par des petits dessins, etc. Et on mettra la résolution de cette question qui dans la base de mon V. Là, on va remplir ce petit triangle de base par le pronom. Et voilà les mots-outils de cet étage-là du verbe, les mots-outils essentiels, les pronoms, qui ne sont pas du tout gérés de la même façon en arabe. Et troisième question que l'on doit se poser, c'est quand est-ce que ça se passe, hein? Et donc, je vais me servir du haut de ce qui est resté comme espace dans ce V et qui me donne heureusement 3 axes, le passé, le présent et le futur. Et c'est en conjuguant, c'est ça la conjugaison, c'est en conjuguant ces 3 idées, ces trois opérations mentales, que j'aurai la résolution de ce problème. On a en effet intérêt à prendre le temps de découvrir tout ça. Et puis finalement, il faudra compléter ce noyau de la phrase, hein, il faudra le compléter, et là encore, ce sont des mots-outils, les connecteurs qui permettront de préciser où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe, et grâce à ça, grâce à ces connecteurs, on élargira le lexique, puisque quand on dit où, on aura tout le lexique topologique, quand on dit quand, on aura le lexique temporel. C'est un peu là-dessus qu'on réfléchit avec Martin, hein, parce qu'on pourrait justement saisir ces axes-là pour améliorer encore. Il vous dira tout. Voilà, donc si j'en conclus là l'apport de la schématisation de la morphosyntaxe, vous voyez qu'on passe de l'implicite à l'explicite. Donc, chez le petit précoce, il restera dans l'implicite avec ses stratégies intuitives, mais chez le grand, il faudra expliciter pour révéler, pour lui faire gagner du temps, la logique du principe du sens et pour exercer ces opérations mentales qui sont différentes de celles qu'il a installées pour sa langue première. Alors, tout ceci se fera par imprégnation progressive tout au long d'Aloé, c'est expliqué dans le guide pédagogique, et par contre, en orthophonie, ce sera une approche de réadaptation fonctionnelle et ce sera un tout autre travail, bien sûr. Donc, pour nous résumer,
cette schématisation va permettre d'éviter les erreurs d'une simple copie de la L1, permettre de gagner du temps et de comprendre et de produire plus facilement. Alors, les supports, on va en parler très brièvement, mais ce n'est pas l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, les supports ont été les supports Aloé, parce qu'ils sont très différents de ceux des supports de la méthode distinctive. Les supports d'Aloé proposent donc un enseignement balisé, progressif, on l'a déjà dit, illustré, très illustré grâce à Marie Stabler, parce que ces illustrations vont permettre de faire du langage oral. Elles sont pour la plupart toujours avec des bulles, parce qu'elles illustrent des conversations. Et cette progression est représentative de la langue française orale et écrite, avec tous ces arrière-pensées que j'avais pour la révéler au mieux, peut-être pas au mieux, hein, mais en tous les cas, le mieux possible, on va dire, le mieux possible. Donc, il y a un guide pédagogique Aloé1 qui est utilisé en maternelle, mais qui peut aussi être utilisé dans des classes allophones où il faudrait plus de temps, peut-être. Mais dans Aloé 2, il y a toute une partie qui introduit quand même, qui met en main le matériel carte et gestes. Et puis, il y a des illustrations, il y a une banque d'images. Et dans Aloé 2, il y a les manuels, enfin, il y a les manuels, on va voir, c'est le matériel de l'élève ou de l'apprenant. Donc, des séquences progressives, comme on l'a dit, des exercices pour chaque séquence, des évaluations toutes prêtes. Toutes les 4 séquences, il y a une évaluation qui est proposée pour suivre vraiment où en est l'apprenant. Voilà. Et donc, ce qui en fait un matériel agréable pour les jeunes apprenants, c'est que ce sont des personnages qui vont servir, qui vont s'animer tout au long de ces séquences et qui vont illustrer des événements qui les intéressent. Hein. Donc, ça aussi, ça permet de développer tout le lexique des liens familiaux, des liens amicaux, etc. Les perspectives. Les perspectives, eh bien, il y a quelque chose qu'on ne peut même plus appeler perspective, c'est le logiciel l'Aloé, L-Aloé, qui est en dernière phase de finalisation. Et il a été proposé ou il va l'être au testeur, au dernier testeur. Il a été envoyé. Bon, il va être envoyé par. Peut-être que parmi vous il y a des testeurs déjà. Eh bien, la dernière phase est franchie, ça y est. Donc, les erreurs sont corrigées. Ça a été un travail énorme avec des informaticiens qui ont beaucoup de mal à mettre cette langue française en code. Donc, ça permettra donc ce logiciel, on va le voir. Et dans les perspectives aussi, il y a peut-être des formations. Il y a déjà des formations pour les orthophonistes, pour la méthode distinctive, 2 modules de formation, un sur la phonologie et la correspondance phonème-graphème qui dure 3 jours, et puis un sur la morphosyntaxe qui dure 2 jours et demi. Mais pour les enseignants, il y a des demandes, et en particulier pour le FLE, il y a des demandes qui arrivent et ça pourrait être quelque chose de très intéressant à proposer et à partager. Voilà. Et puis, il y a la thèse de Martin qu'il va vous exposer. Alors, je vous dis juste un petit mot sur l'informatisation. L'informatisation a permis de mettre au point un codeur qui vous permettra, il suffit de taper les phrases pour qu'elles se mettent ou en carte ou en couleur,
Et puis, vous pourrez scanner des documents et ils se mettront automatiquement en couleur. Vous aurez à votre disposition Aloe 1 et Aloe 2 en version numérique que vous pourrez passer sur les tableaux blancs. Vous aurez la possibilité de partager avec vos collègues ce que vous aurez créé, parce que c'est ça, Aloe, ça permet de créer. Et il y a déjà une communauté de combien d'enseignants? 250 enseignants dans un groupe qui partagent et qui créent beaucoup de choses. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de gérer votre classe et le suivi de chaque élève et éventuellement de faire des groupes de niveau. Et puis, pour les élèves, ils auront donc un parcours pédagogique ludique, un exerciceur qui permettra vraiment d'approfondir les choses, une bibliothèque de documents et maintenant des albums. Des albums, ça y est, ils vont être proposés là, dans la nouvelle version de El Aloe, des albums qui permettent de varier les textes et les thèmes qui complètent les textes d'Aloe. Et il y a un tableau de bord. L'enfant peut constater son évolution. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Je vais laisser la parole à Martin, qui vous... Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les faire. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci à Brigitte de me laisser la place. Donc, comme Brigitte l'a dit au début, moi je suis doctorant à l'Université de Lorraine, donc à Nancy. Je fais ma thèse du coup sur les enfants allophones et l'apprentissage du français depuis un peu plus de 2 ans. Et je travaille en partie sur la méthode Aloe. Donc j'ai pu faire une étude en 2022, donc l'année dernière, sur l'utilisation d'Aloe dans quelques classes UPE2A. Donc, je suis allé dans quelques écoles pour voir un petit peu comment Aloe était utilisé et pour évaluer aussi des enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, je ne sais plus si on l'a précisé. On prévoit un petit temps à la fin aussi pour interagir avec vous, si vous avez des questions. Donc, je vais essayer de faire vite. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans tous les détails de mon étude, de la méthodologie, etc. Ça fera l'objet d'une publication plus tard. Alors, en quelques mots, au niveau des évaluations, donc au niveau quantitatif, malgré les difficultés qu'il y a eu dans l'étude, c'est-à-dire avec la crise sanitaire, on voit quand même des résultats positifs d'Aloe sur les aspects phonologiques des acquisitions, donc sur la discrimination des phonèmes, autant en réception qu'en production. Mais ce que je voulais vous parler un petit peu plus aujourd'hui, c'était le deuxième aspect de mon étude, c'est-à-dire les entretiens que j'ai pu réaliser avec les enseignantes qui utilisent Aloe. Et donc, l'intérêt de ces entretiens, c'était à la fois de mieux comprendre comment Aloe est utilisé avec un public allophone, mais aussi de mieux comprendre comment on pourrait l'améliorer pour envisager un Aloe plus spécifique et plus utile pour un public allophone. Et donc, potentiellement plus pertinent aussi en UPE2A. Donc, sur le diapo, vous voyez, je parle de Lucie, qui est une enseignante UPE2A, qui fait partie de la cohorte de mon étude, donc qui a participé l'année dernière à l'étude, et qui utilise Aloe depuis plusieurs années. Elle a accepté aujourd'hui de témoigner un petit peu de son expérience avec Aloe, mais je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle revenait de son travail un petit peu tardivement, donc je pense qu'elle nous fera signe dans quelques minutes. Je lui laisserai la parole quand elle sera là. Donc en attendant, je vais enchaîner. Donc elle va nous parler un petit peu de son expérience avec Aloe. Et moi, ce que j'ai pu retenir de mes entretiens avec elle et avec d'autres enseignantes, c'est que Aloe, globalement, en UPE2A, il est utilisé déjà partiellement, c'est-à-dire que la méthode, elle est très complète, elle est prévue pour une utilisation, on va dire, intensive, tous les jours, dans une classe ordinaire avec des enfants tout venant. Donc en UPE2A, évidemment, le temps, il est limité et il est adapté à chaque enfant. Donc les enseignantes, elles sélectionnent un petit peu les outils d'Aloe qui leur sont le plus utiles. Donc, les enseignantes en UPE2A, généralement, utilisent le système de couleurs et les cartes, parce que c'est vraiment
on va dire, le point fort d'Aloé pour travailler sur la phonologie. Et elles vont utiliser aussi les gestes. D'ailleurs, dans le chat, certains faisaient le rapprochement avec la méthode Borel-Mesoni. Effectivement, c'est assez proche. Certaines enseignantes travaillaient déjà avec Borel-Mesoni avant de connaître Aloé. Certains ont continué avec Aloé, d'autres ont préféré garder Borel-Mesoni. C'est assez proche, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que ça rajoute une modalité pour travailler la phonologie. Donc, ce qu'elles apprécient aussi dans Aloé, c'est les supports que propose la méthode, notamment les livrets d'exercices avec la progression pédagogique qui est adaptée. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, on verra ça après. Donc oui, ce qui est apprécié en UPE2A, c'est qu'il y a des livrets d'exercices que Brigitte a présenté un petit peu tout à l'heure, qui permet aux enseignants d'avoir des supports tout faits, ce qui est parfois très utile dans ce contexte-là, puisque elles n'ont pas beaucoup de temps pour travailler. Elles sont obligées de faire souvent des supports par elles-mêmes sur leur temps libre. Donc, c'est bien d'avoir déjà un outil qui permet d'avoir plein de supports comme ça. Et aussi, ce qui m'a d'ailleurs marqué quand je suis allé voir dans la classe de Lucie, qui nous parlera après, c'est que quand je suis arrivé dans la classe, parfois elle n'était pas là, c'est-à-dire qu'elle travaillait avec d'autres enfants, ou alors les enfants arrivaient avant elle dans sa classe, et en fait, ils allaient d'eux-mêmes chercher les supports alloués, ils travaillaient un peu en autonomie, et ils s'entraidaient aussi. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'ils s'appropriaient eux-mêmes les outils et les livrets pour avancer un petit peu tout seul, et ce qui peut aussi être utile pour les enseignantes dans ce contexte-là. Donc, c'est apprécié voilà, pour travailler la phonologie, la correspondance graphème-phonème, et aussi pour prendre, du coup, ça rejoint cette idée-là, pour prendre en charge des groupes hétérogènes, parce qu'en UPE2A, on a des enfants très différents, au niveau de l'âge, au niveau de la langue d'origine, au niveau du niveau en L1, etc., sur plein d'aspects. Donc, ça permet de prendre des groupes hétérogènes parce que quand les élèves s'approprient un petit peu les outils d'Aloé, quand ils comprennent aussi les premières consignes dans les livrets, ils peuvent avancer en autonomie. Ils s'approprient la méthode et ils travaillent un petit peu plus tout seuls. Et ils avancent à leur rythme. Et dernier élément, pour faire vite, ce que j'ai pu aussi remarquer sur le terrain, c'est qu'il y a une difficulté pour installer une continuité et une cohérence entre la classe UPE2A et la classe d'inclusion de l'enfant. Donc, pour apporter une continuité et une cohérence entre les deux enseignants ou les enseignantes qui s'occupent des enfants allophones. Donc, Aloé peut aussi apporter un petit plus aussi de ce côté-là, parce que ça permet d'avoir un langage commun, on va dire, entre les deux classes, des supports, des thématiques et des outils que l'enfant va retrouver dans ces deux lieux. Donc, ça permet un petit peu de répondre aussi à cette problématique qui est assez importante en UPE2A, de ce que j'ai pu comprendre, notamment en début de carrière ou alors quand le dispositif UPE2A est arrivé récemment dans l'école, c'est une problématique assez importante. Donc, l'objectif principal de ces entretiens, c'était de pouvoir envisager les améliorations. Ce que m'ont évoqué les enseignantes par rapport à ça, c'est qu'elles aimeraient bien déjà avoir des supports supplémentaires plus adaptés pour les enfants allophones, puisque, encore une fois, Aloé, à la base, n'est pas créé spécifiquement pour un public allophone, mais on pourrait, du coup, plus l'adapter pour ce public-là. Donc, par exemple, elles évoquaient le fait de peut-être procurer des livres, par exemple des contes, les contes qui sont souvent travaillés en classe, d'apporter de pouvoir avoir des livres déjà codés en Aloé pour travailler sur les contes, ou alors d'avoir plus de matériel à manipuler, c'est-à-dire des images qui reprennent par exemple les personnages qui sont présents dans les histoires d'Aloé, pour pouvoir manipuler un petit peu le lexique et les personnages et les histoires, donc du matériel de manipulation supplémentaire. Et globalement, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a une forte demande sur ce qu'on appelle le français langue de scolarisation. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la notion, c'est en gros la langue de l'école, la langue des apprentissages, la langue des consignes, la langue de l'entrée dans l'écrit. Donc, c'est une langue un petit peu spécifique à l'école et aux apprentissages. Donc, quand on cherche sur Internet, par exemple, on trouve beaucoup de ressources pour travailler sur le FLE, sur le français langue étrangère, mais c'est différent du français langue de scolarisation. Et on trouve moins de ressources sur le français langue de scolarisation. Donc, c'est un peu cette demande-là qui ressort des entretiens. Vous pourrez confirmer aussi s'il y en a dans le chat qui sont enseignants ou enseignantes en UPE2A, savoir si c'est aussi un besoin que vous ressentez ou pas. Donc nous, ce qu'on envisage de notre côté, c'est déjà de créer des nouvelles histoires. Donc il y a déjà des histoires dans les séquences actuelles d'Aloé, des histoires imagées. On aimerait bien en créer de nouvelles histoires
qui aborde des thématiques peut-être aussi plus utiles pour les enfants allophones, sur le premier jour à l'école, l'accueil d'un nouvel élève, sur les différents lieux de l'école et aussi de la ville, sur les disciplines scolaires, le matériel scolaire, sur les activités scolaires et extrascolaires, par exemple sur les sorties piscines, des choses comme ça, des choses qui reviennent souvent. C'est encore assez ouvert, c'est-à-dire que si on a d'autres idées pertinentes, on peut l'envisager aussi. On envisage aussi peut-être du matériel supplémentaire. Alors ça, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi des jeux en lien avec Aloé. On pourrait peut-être créer d'autres jeux plus utiles dans ce contexte-là. Plus de matériel et d'étiquettes à manipuler, du coup, qui reprennent le lexique. Peut-être un petit livret de lexique imagé qui serait axé sur le français langue de scolarisation, sur un lexique des disciplines, par exemple, des choses comme ça, qui pourraient être utiles en UPE2A. Et du coup, pour terminer, l'application qui va bientôt sortir, l'Aloé, va déjà répondre en partie à ces besoins parce que ça permet de différencier un petit peu les parcours entre les élèves. Donc ça, c'est une demande aussi forte en UPE2A, c'est de pouvoir adapter ce qu'on propose à chaque élève, puisque chaque élève est différent. Donc l'application, ça permet déjà un petit peu de faire ça. Pour une remarque. Donc l'application pourrait répondre un petit peu aux besoins qui ont déjà été identifiés, et on aimerait bien aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça aussi qu'on est content qu'il y ait des enseignants et des enseignantes UB2A qui ont répondu présent aujourd'hui, parce que vous aussi, si vous êtes là, vous pouvez nous aider. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir un maximum de retours du terrain, d'enseignants du PE2A ou autres, pour avoir une meilleure vision. On a déjà une première approche avec les entretiens que j'ai pu réaliser des besoins du terrain sur ces thématiques-là, mais on aimerait bien avoir une confirmation ou alors d'autres retours du terrain pour comprendre un petit peu mieux les besoins que vous pouvez avoir sur le terrain et comment on pourrait envisager des améliorations plus pertinentes pour Aloé. Donc, si ça vous convient, on vous fera parvenir un questionnaire par mail aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et vous pourrez un petit peu nous donner un retour là-dessus pour avoir un petit peu une meilleure vision de ce qu'on pourrait faire pour vous aider sur le terrain. Ah, je vois qu'il y a des personnes en salle d'attente. Non, c'est toujours pas Lucie. Lucie arrivera plus tard, on lui laissera la parole quand elle sera là. Donc voilà, on va vous faire parvenir un questionnaire pour un petit peu mieux comprendre vos besoins et comment on pourrait améliorer Aloé. Merci à vous et on va maintenant passer à la partie questions en attendant Lucie. Je crois qu'il manque une diapo, mais c'est pas grave. C'était juste une diapo pour dire merci. Donc vous allez pouvoir poser vos questions si vous en avez et interagir avec nous. Je vous invite aussi à allumer éventuellement votre caméra quand vous parlez, comme ça, ça permet une interaction un petit peu plus naturelle. Ouais. C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc je suis Najat Elouad, enseignante UPE2A dans le 54. Et en fait, la question que je me posais, Monsieur Martin a bien expliqué la difficulté sur le terrain, c'est qu'en fait, par rapport à la circulaire d'accueil des enfants allophones, nouvellement arrivés, on devrait pouvoir leur dispenser 9 heures donc de FLS, français langue seconde, et FLSCO. La problématique, c'est que là, sur le terrain, on a des enfants qui n'ont pas été scolarisés antérieurement et donc pour qui il faut mettre en œuvre beaucoup de choses et notamment tout ce qui est l'apprentissage de la lecture et tout. Mais la réalité est telle qu'on ne les a pas suffisamment de temps parce que moi, je suis itinérante, on est sur plusieurs écoles. Et du coup, je suis vraiment embêtée par rapport à ces élèves-là, quand il s'agit de travailler, l'acquisition de la lecture. J'ai de la chance de pouvoir travailler avec la maîtresse, du RASED, maître E, et c'est vrai qu'on utilise beaucoup, Borel-Maisoni, la couleur des sons, mais voilà, c'est complexe. Donc honnêtement, je suis intéressée par votre méthode, mais concrètement, voilà, comment faire en sachant qu'on les a pas de manière quotidienne, pas suffisamment de temps et si je veux démarrer, quel matériel, en priorité? Qu'est-ce que je dois en fait, acquérir, acheter? Merci. Ça résume assez bien la problématique en UPE2A, c'est-à-dire qu'on manque de temps. La circulaire précise, vous avez dit combien de heures par semaine à peu près? Oui, au minima
Alors, en sachant que moi, dans mon secteur, j'ai énormément de NSA, non Oui, voilà, c'est scolarisés antérieurement, qui viennent tout vraiment pays, Afghanistan, OK. des pays du Maghreb ou d'Afrique, ou beaucoup également les enfants arrivant de Serbie, d'Albanie. Les Kosovo, souvent, ont une scolarité morcelée. Et donc, il y a tout à mettre en place. Ouais. Et c'est vrai que je confirme que quand la L1 est bien, est riche, c'est un Mm. bon appui pour nous pour pouvoir, permettre à des enfants de rentrer plus facilement dans la langue seconde, quoi. Ouais, une base solide. La Mmh. circulaire précise aussi en général que c'est 1 an en UPE2A, mais évidemment, c'est jamais respecté parce qu'en 1 an, on peut pas demander à un élève d'apprendre le français et de pouvoir suivre une scolarité, entre guillemets «ordinaire». Vous Voilà, aviez sauf pour ouais, les NSA, on peut les garder 2 ah oui, ans, à partir du cycle 3, en sachant que quand ils arrivent, bah, il y a des tests de positionnement qui mmh, nous permettent de définir avec un questionnaire, on une sorte d'entretien avec les parents afin de bien cerner le parcours de scolarisation antérieur. On peut les affecter, à N-1, N-2 de manière exceptionnelle. ouais. Sur la Et question là, moi, voilà, c'est la problématique que j'ai là actuellement. ouais, J'ai, 4 élèves NSA, et c'est vrai que c'est pas évident parce que de pouvoir travailler, bah, cette approche de la lecture, en sachant que j'ai conscience que les méthodes, actuelles, bah, les méthodes pour les natifs ne sont absolument pas adaptées parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire. ouais. Donc je me suis également intéressée à l'approche, que Rafoni préconisait, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre, faute de temps. Également. Alors, avec Aloé, il y a la possibilité soit d'utiliser Aloé 1, qui va permettre d'apporter toute la phonologie déjà, hein, de Mmh. lutter donc contre le crible phonologique et de l'appuyer en même temps sur le langage écrit. Mais tout doucement, avec Aloéa, on est beaucoup dans la phonologie et à un certain moment, au langage écrit. Dans Aloé 2, il y a ce qu'on appelle une passerelle qui permet de beaucoup plus rapidement accrocher les sons et les lettres. Et donc, on entre très rapidement ensuite dans la première séquence d'Aloé 2 et on entre dans l'apprentissage de l'écrit en même temps que l'apprentissage de l'oral. Alors qu'avec Aloé 1, ça convient sûrement mieux dans les situations de bilinguisme précoce, hein. Dans les situations d'enfants plus grands, justement, quand il y a des problèmes aussi de langage écrit, il faut essayer de réajuster, d'emblée donner des capacités aussi de s'appuyer sur la langue écrite. Et ça, c'est Aloé 2 plus. Pour les enfants allophones, il faut prendre Aloé 2 plus parce qu'il y a plus d'exercices, c'est plus progressif encore. Et puis parce que c'est un plus grand format. Vous voyez, le format d'Aloé 2 plus, c'est comme ça, alors que le format d'Aloé 2 simple est comme ça. Donc là, c'est plus espacé, c'est plus aéré, c'est plus facile à lire, etc. Lucie arrive. Ah oui, je vois que Lucie est Ah ben, arrivée. Lucie est là. Merci Lucie d'être là. Merci. Donc comme c'était prévu, on va lui laisser, la parole. Pour l'instant, son son n'est pas activé, mais du coup, elle était d'accord pour témoigner un petit peu de son expérience. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Oui. Voilà. Eh ben, bonsoir à tout le monde. Donc, oui, moi, j'utilise la méthode Aloé depuis 3 ans maintenant et j'en suis particulièrement ravie puisque quel que soit le type de public, puisque par définition, une UPE2A, puisque je travaille en UPE2A, une UPE2A est à destination de publics extrêmement variés, que ce soit des enfants alphabétisés, très bien scolarisés dans leur langue, déjà lecteurs, voire avec une grande maîtrise de leur langue d'origine,
que ce soit des enfants qui sont non alphabétisés, et donc il faut faire tout le travail. Cette méthode est très, très fonctionnelle. Elle marche très bien. Avec les enfants lecteurs, ils apprennent très, très vite les correspondances avec le français. Donc, ça peut aller extrêmement vite et ils acquièrent des compétences très rapidement et très solides. Avec les enfants, donc il faut faire toute l'alphabétisation, donc toute la base. C'est très facilitateur parce que le couplage des couleurs et du codage des gestes est extrêmement intéressant et extrêmement efficace pour les élèves allophones. Je travaillais auparavant avec la méthode Borel-Maisoni, mais qui ne me satisfaisait pas parce qu'il y avait certains gestes qui n'étaient pas assez précis, qui ne parlaient pas beaucoup aux enfants, et donc j'étais souvent assez limitée. Or, avec Aloé, tous les gestes sont extrêmement porteurs. Les enfants, en plus, on en part très rapidement, de façon tout à fait efficace. Et lorsque c'est en plus doublé par la couleur, c'est vraiment une aide très, très efficace pour les enfants, notamment pour nos élèves qui ont tant de mal à discriminer tous ces sons voyelles qui sont extrêmement difficiles pour eux à écrire, à encoder. Pardon, excusez-moi. Et donc, c'est une aide qui est extrêmement efficace. De plus, c'est un outil donc 3 ans, dont je me sers depuis 3 ans, qui a plu à tous les publics, à tous les âges. Je l'utilise avec des 6 ans, avec des CP, et je l'utilise avec des CM2. Et quel que soit l'âge auquel je confronte la méthode Aloé, tous les enfants sont ravis parce qu'ils adhèrent complètement à l'histoire, ils trouvent ça formidable. Enfin, vraiment, il n'y a aucune limite de ce point de vue-là. C'était la question que je me posais un petit peu en ayant découvert la méthode. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Donc, vraiment, c'est garanti, ça plaît à tout le monde. Donc, c'est une méthode qui est très intéressante de ce point de vue-là. Alors, moi, je trouve que c'est des enfants qui obtiennent des résultats après. Alors, on a un petit peu de recul, nous, sur notre école. Voilà. Donc, je tiens à le dire parce que je trouve que c'est très important. On a eu des évaluations de CE1 et on a des résultats qui sont vraiment au-dessus de ceux qu'on obtenait avant d'utiliser la méthode Aloé. Donc, clairement, cette année, on en fait l'expérience et cette fois-ci chiffrée. On a obtenu des résultats puisque nous, en fait, au départ, on était 2 collègues à utiliser la méthode. Après, tous les classes de CP l'utilisent. Et vraiment, on a une donnée chiffrée qui nous permet de dire que nos résultats sont meilleurs dans les évaluations CE1. Donc, c'est pas pour rien. Vraiment, voilà. Et puis, que vous dire, moi, je suis très enthousiaste parce que je trouve que c'est vraiment une méthode qui est formidable et qui marche très bien. Donc, je trouve qu'il y a il y a en plus une entrée en grammaire qui est plus rapide parce qu'il y a des choses qui sont vues de façon un peu instinctive dans la méthode elle-même, qui sont pas forcément formalisées tout de suite, mais qui, lorsqu'on arrive au moment de la formalisation, justement, ils font appel à tout ce qu'ils ont vu dans la méthode et c'est beaucoup plus facile pour eux de s'emparer de ces nouvelles notions de grammaire qui sont très difficiles pour des enfants allophones, en tout cas au début de leur apprentissage. Voilà, donc c'est un outil extrêmement efficace que je continuerai à utiliser, ça c'est certain. Voilà. Merci de ce témoignage, Lucie. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est très émouvant de vous entendre dire tout ça. Hein. Lucie, Oui, puis c'est vraiment du terrain, c'est des remontées de terrain. Et puis Martin essaie, il était avec moi. Voilà. Quand tu n'étais pas là, il y avait les enfants, puisque quand. Ouais, c'est ça. Voilà, ils étaient très, très. Excusez-moi, je me permets. Je voulais questionner Lucie par rapport à sa pratique. Est-ce que c'est possible avec l'utilisation d'Aloé? Nous avons combien de temps encore? Ça va, il est moins. Bonsoir Lucie. Alors voilà, je voulais te demander concrètement dans ton dispositif, donc tu utilises Aloé depuis 3 ans, tu m'as dit en EP2A. Oui. D'accord. À raison de combien tu arrives à prendre tes élèves à raison de combien d'heures par semaine, voilà. Alors moi, j'ai une structure qui est mi-fixe, mi-itinérante, mais c'est vrai que j'arrive à prendre certains élèves, j'arrive à prendre quasiment tous les jours. Et bon, évidemment, eux, c'est extrêmement efficace et encore plus. Mais même sur les élèves à qui je me déplace sur une autre école, où là, je les ai 2 fois par semaine,
Même eux, ça va très vite. D'accord. Voilà, même si c'est à raison de 2 fois par semaine. Et Et avec ce que j'ai oublié de rajouter, c'est que j'ai récupéré des enfants qui ont même, voire 2, qui ont des troubles, vraiment dysorthographiques, mais qui ne peuvent pas être suivis, pour plein de raisons. Et avec cette méthode, ils arrivent quand même à faire énormément de progrès. Avec des enfants avec qui j'avais vraiment du mal à faire avancer. Et grâce à ça, ils avancent encore plus sans rééducation orthophonique parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'avoir. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des NSA dans ton dispositif? Oui, tout à fait. Ouais. Les NSA. Et toi, tu as plutôt privilégié Aloe 2+, comme le conseille, madame Brigitte Oui, Roy? oui, je Donc prends. Mais pas j'utilise d'utiliser Aloe 1, oui, mais j'utilise Aloe 1 aussi, mais de plus, c'est celui que j'utilise le plus souvent et le mais avec plus. les NSA, est-ce que tu as démarré avec Aloe 1 par rapport à Oui, tout l'aspect de exactement. la phonologie? Voilà, Mais tu la les as pris en phono, à mon. parallèle ou Exactement, parce que c'est vrai que la phonologie, quand il y a tout à faire avec des NSA, bah oui, ça va c'est trop ça. vite, la passerelle va trop vite, et donc je passe effectivement par le 1. Mais Donc là, donc à conseiller, ça serait donc le Aloe 1 et Aloe 2+, pas le 2. exactement, et je prends le 2 plus et le 1. En fait, j'ai des exemplaires des uns et des autres, et je les utilise au fur et à mesure de l'arrivée du public. Mais c'est vrai, et c'est vrai que sinon, c'est un peu rapide pour les allophones à qui les NSA notamment, où il faut faire tout le travail de phonologie. Ouais. Et donc Mais tu le passes par des 2, le 1 est très bien. D'accord, et du coup, ça posait pas de problème? Moi, c'est vrai que ce qui m'avait un peu surpris, quand on a l'habitude de Borel-Mézoni ou la couleur des sons, c'est que les lettres muettes et Rafoni disait souvent: «On passe par les syllabes écrites et non pas les syllabes, orales avec notre public allophone», et là, finalement, Mais ça pose pas. ouais, non, ça pose pas de problème parce que les lettres muettes, tu peux rapidement, et c'est quelque chose qui passe assez bien. On voit les familles de mots, Mmh, et c'est des notions qui passent rapidement, même si ça paraît difficile, ça pose aucun problème. Enfin, c'est toujours passé assez rapidement. Donc d'accord, voilà, non, c'est vraiment pas problématique. d'accord. Bah, merci. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Question de Florence. Il y a d'autres questions? Florence posait une question un peu plus haut. Que je retrouve. Il faudrait prendre en compte la méthode utilisée par l'orthophoniste. Souvent, Borel-Mézoni, mais il serait aussi judicieux d'uniformiser les méthodes rencontrées par les enfants. Ouais. Oui, alors, je vais peut-être un peu préciser les gestes de la MD Aloe. Ça s'appelle des gestes phonético-graphiques parce que contrairement à Madame Borel où c'est ou phonétique ou graphique, si je fais avec le geste de Madame Borel-Mézoni, c'est pour dire il faut que tu exploses comme ça. Mais il ne dit pas comment on écrit avec la lettre P. Et d'autres gestes comme par exemple le B et le D, c'est un geste qui dit comment on écrit, mais qui ne dit pas comment on prononce le B. Moi, j'ai cherché avec les enfants, j'ai cherché qu'un geste dise tout. Comment je dis et comment j'écris, comme ça, il va s'appuyer sur la béquille dont il a besoin. S'il sait le dire, mais qu'il ne sait pas le reconnaître en lettres, le geste va l'aider. Et puis s'il sait le voir à l'écrit, mais qu'il a encore du mal à l'articuler, le geste va l'aider. Hein. Donc, quand je disais, par exemple, le geste du le, Madame Borel, elle faisait le comme ça. Elle faisait le comme ça. Mais moi, je dis le geste, la petite flèche là. Et le geste, c'est pour dire je lève ma langue en l'air quand je parle, l. Et si je retourne ma petite étiquette blanche, je lève mon crayon en l'air quand j'écris. Donc, je lève la langue quand je dis, je lève mon crayon quand j'écris. Hein, et je donne comme ça une accroche entre l'oral et la lettre écrite en cursive, puisque c'est avec du cursif qu'on écrit. Voilà, donc c'est ça qui fait la différence entre Borel et… Je me suis inspirée de Madame Borel-Mézoni. Par exemple, les voyelles ressemblent beaucoup à Madame Borel-Mézoni, mais moi je fais le A comme Madame Borel-Mézoni, mais ensuite je m'en sers en effet parce que ça veut dire ouvre grand ta bouche quand tu fais A. Mais je m'en sers aussi pour dire comment ça s'écrit, parce que ça s'écrit
comme ça un A. Et donc, je fais tout de suite le lien. Le OU de Madame Borel-Maisoni, c'est ça. C'est comment j'écris avec un O et un U. Oui, Moi, c'est je vrai, vais oui. d'abord dire, il faut que tu fasses une toute petite bouche, tes lèvres bien sorties. Et puis après, tu sors les lettres qu'il te faut pour l'écrire. Donc, j'ai toujours ajouté, quand il manquait un versant oral ou écrit, j'ai rajouté le versant qui manquait. Hein? Pour les voyelles, elles ressemblent souvent En, à celle de Borel, mais il y a en toujours tout cas, en plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Si jamais vous envisagez de mettre en place une formation, je serais vivement intéressée, parce que je suis toujours à la recherche, à la quête de nouveaux outils, de voir ce qui pourrait être le plus adapté pour nos élèves et les aider. Voilà, merci. Eh bien, écoutez, moi, Bonne je serais ravie d'en faire. Elle m'envoie son mail. Oui, envoyez votre mail, exprimez votre souhait et si nous avons suffisamment d'amateurs, ce serait assez vite réalisé avec toute une partie théorique sur la langue française et puis une partie langue étrangère. Hein. Voilà. Dans le questionnaire dont je parlais tout à l'heure, je poserai aussi la question si vous êtes intéressé par une formation. Je vois qu'il y a 2 questions dont on n'a pas encore répondu. De Rouen, Émilie de Rouen. Oui, je vois que Émilie lève la main. Je ne sais pas si elle est encore là. Et en attendant, il y a aussi une question pour Lucie dans la discussion. Est-ce que la méthode Aloé est reprise dans la classe ordinaire? Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, nous, c'est d'autant plus le cas que nous avons un peu convaincu toutes les classes de CP à utiliser la méthode Aloïs. Donc, effectivement. Et ce qui est admirable, c'est que vous avez eu l'appui de votre inspectrice. Oui. Alors, c'est à noter. Hein. Oui, tout à fait, oui, oui. Mais qui maintenant, je pense, en est d'autant plus persuadé quand on a vu les résultats de ces gens. Voilà, donc je pense qu'on n'a plus besoin de… Oui, c'est repris effectivement, oui. Mais de toute façon, on peut utiliser Aloé aussi en parallèle à partir du moment où il n'y a pas de couleur dans l'autre méthode, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça passe. Voilà. Mais sinon, ça peut être tout à fait un soutien, une reprise qui, moi, c'est déjà envisageable. Et puis, j'ai récupéré, par exemple, des élèves qui arrivaient d'un autre dispositif ou d'une classe ordinaire sans dispositif, qui avaient commencé un apprentissage. J'ai repris sur Aloé et ça a aidé à raccrocher beaucoup plus rapidement sur la lecture. Voilà. Mais on peut utiliser les deux. Mais là, si en plus on arrive à utiliser dans l'école, mais bon, là, c'est un cas exceptionnel parce que je suis une structure un peu fixe aussi. Donc, ça, c'est… Mais il faut faire la promotion parce que c'est une méthode qui marche très bien. Donc, quand on aura fait la promotion de tout ça, il y en aura partout dans les écoles. Voilà. C'est encore très confidentiel. Hein. C'est encore très Oui, je sais bien. Oui. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Oui, bonjour, donc je suis Émilie de Rouen, je suis désolée, je suis avec mon téléphone et du coup j'ai un peu de mal à gérer les petites commandes pour le micro et la vidéo et la caméra. Alors moi je suis orthophoniste et j'interviens auprès des enseignants qui enseignent donc, en UPE2A quand ils repèrent des difficultés d'acquisition assez massives ou voilà, au niveau des apprentissages. Et du coup, bon, moi, j'interviens dans le secondaire et je me demandais si cette méthode était efficace autant pour les élèves du secondaire parce que tous les sons, donc tous les sons, les voyelles nasales, les semi-voyelles, aïe, aïe, œil, etc. Ça, c'est vraiment les… Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, voilà, les petites icônes et puis… avec les gestes, parce que là, c'est quand même assez fin comme nuance. C'est vraiment, comme vous le disiez, des phonèmes intermédiaires peu différenciés les uns des autres. Et quand ils ont entre 14, 16, 17, ça devient plus compliqué de travailler sur vraiment la discrimination positive. Alors, c'est Émilie. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Émilie, alors, notre expérience avec 11 migrants syriens, libyens, des adultes, hein, bien évidemment qu'on ne va pas procéder de la même façon. On va présenter ce jeu de cartes comme une représentation de la phonétique française. On aborde les choses en leur faisant découvrir
les sciences du langage. On présente ça comme une analyse phonétique et de la langue française. Donc, ça passe très, très bien. Ça passe très, très bien. C'est passionnant avec des adultes, donc avec de grands adolescents aussi. C'est comme rééducation orthophonique, ça marche à tous les âges et pour toute pathologie, puisque c'est des outils de la langue. On leur présente ça, cette fois, pas comme un jeu de cartes, mais comme une représentation. Oui, oui, c'est sûr que oui, je comprends bien. Et aussi, je pense, le contenu des phrases, à mon avis aussi, ça pourrait être peut-être un axe d'amélioration parce qu'il y a vraiment du vocabulaire qui ne résonne pas ou pour lesquels les adolescents voilà, ne peuvent pas associer de représentation parce que le lexique est vraiment trop éloigné de leur expérience ou de leur code culturel. Voilà, ça c'était une petite remarque. Et ce qui nous a surpris avec les adultes, c'est évidemment quand on s'est dit on va sortir les livrets d'Aloé en attendant et on va compléter. Mais curieusement, ils ont assez bien accepté ces textes parce qu'ils trouvaient que c'était très progressif, donc que ça leur permettait de progresser très rapidement, et parce que c'est une famille. Alors, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les… Donc, finalement, ils ont curieusement, à notre grande surprise et même satisfaction, mais c'est évident qu'il faut, dans l'informatisation, il y aura des textes beaucoup plus adaptés. Hein. D'accord. Et voilà, moi, effectivement, ce que je remarque aussi, c'est vraiment ce qui est difficile, c'est la coarticulation, les groupes consonantiques, consonne, consonne, voyelle. Oui. Voilà. Est-ce que la présentation, là, comme vous nous l'avez montré tout à l'heure, avec les deux cartes de lettres, est suffisante ou pas? Parce que très facile. Curieusement, même les enfants sourds réalisent très bien ces coarticulations. Parce que on voit la différence entre un P et un L, et puis le fait qu'on les mette ensemble, que c'est symbolisé, que c'est visible, et qu'on donne le rythme avec les gestes, et le, c'est le, et on donne la dynamique et ça marche. Ça marche. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est associer une voyelle à chaque consonne et puis ensuite on enlève la première voyelle. Voilà. Vous procédez pas comme ça. Non plus. Je l'ai fait longtemps. En orthophonie, hein, mais maintenant non plus du tout, parce que justement, il faut pas que ce soit un vrai peu et un vrai le. Il faut que ce soit que l'apex de la langue soit déjà en position quand on fait le peu. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'on en fasse vraiment deux mouvements. Mais je l'ai fait longtemps, hein, comme ça. D'accord. Et puis, d'accord. Oui. Et dernière remarque, oui, c'est le choix des couleurs associées aux voyelles, parce que c'est vrai que les couleurs, c'est très culturel aussi. Est-ce que ça a été un choix arbitraire parce qu'il y a beaucoup de méthodes comme totalement arbitraire, parce que il faut que ce soit arbitraire. Il ne faut surtout pas mettre de lien sémantique à une lettre ou à un son. Et la lettre et le son doivent être non signifiants. C'est quand ils se combinent qu'ils deviennent signifiants dans les mots. Mais c'est une erreur de mettre un lien sémantique. Alors, les couleurs sont totalement arbitraires. Je n'ai pas mis le ou rouge parce qu'on entend ou dans rouge. Surtout pas ça. Pas de moyens mnémotechniques. Non, c'est arbitraire. D'accord. Bon, je vous remercie pour vos réponses et merci pour la présentation. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute et de votre attention. Et nous sommes à votre disposition pour toutes les questions qui pourraient vous arriver après réflexion. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Lucie. Merci. Au revoir. Merci Lucie. Un grand merci à Lucie. Un grand merci à vous pour cette méthode. C'était gentil. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.